9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, votre nouveau rendez-vous pour se dire les choses en face, évidemment, de 9h à 10h. Chaque matin, droit au but, pas de tabou. On peut tout aborder, à condition, évidemment, de s'exprimer avec respect. C'est ce que l'on va faire ensemble, puisque vous avez évidemment la parole au 0826 300 300. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans l'actualité? Il y a des sujets dont on parle dans les grands titres du jour, et puis ceux qui vous interpellent, ce qui vous interpelle, ce que vous voulez porter aussi vous-même à notre connaissance. Vous avez le 0826 300 300 qui est pour vous, avec Manu au standard, Jamel en fait à la réalisation ce matin. Vous allez avoir la parole dans un instant. On va aussi vous raconter sur ce qui ne tourne pas rond. Le mercredi, chaque mercredi, nous aurons aussi un débat. Dans un instant, ce sera Elisabeth Lévy. C'est une petite nouvelle, hein, évidemment. Vous ne la connaissez pas encore. Bonjour Elisabeth. Enchanté. Voilà, ce sera tout à l'heure à 9h15, chaque mercredi matin, pour aller au fond des choses. Et Thomas Guénolé, qui est politologue et enseignant. La cloche a sonné et il va rentrer dans quelques instants dans cette classe de Sud Radio. Alors, ils n'ont pas les mêmes points de vue, mais ils sont capables de se respecter. Deux sujets, tout à l'heure, bien sûr. Faut-il brûler les réseaux sociaux? Ça devient très chaud. Twitter, X, interdit au Brésil. Est-ce que ce sera bientôt le cas en France et en Europe? Certains en rêvent, bien sûr. Alors, c'est vrai que on peut se poser des questions quand on voit parfois les délires, hein, bien sûr, et puis le manque de contrôle. Mais j'aimerais bien vous entendre, d'ailleurs, si vous avez envie de réagir, avec Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy. Et puis, autre question que l'on va aborder, est-ce que les Israéliens et les Palestiniens seront un jour capables de se reparler, de faire la paix? Est-ce que c'est possible, compte tenu en fait de la situation qui est là-bas explosive, bien sûr. Donc nous verrons cela tout à l'heure dans ce débat. Ce sera entre évidemment 9h15 et 10h moins le quart, 10h, et j'aimerais vous entendre vos premières réactions. Il y a un sujet qui vous a fait réagir aussi ce matin au 0826 300 300 que nous avons abordé dans la matinale. C'est cette histoire d'allocation et de prestations sociales qui sont versées à des personnes qui sont quand même condamnées pour trafic de drogue. Eh bien, il y a un député qui était notre invité de Jean-Jacques Bourdin à 7h30, Yannick Neuder, et qui propose, lui, de supprimer ou de réduire ces prestations sociales. Ça réagit au 0826 300 300 sur ce sujet. C'est Olivier de Beaucaire qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier, oui, bienvenue. Oui, vous avez entendu... Je réagis parce que c'est un sujet que je connais bien, oui. Pas pour les délinquants, puisque dans ma famille, j'avais un beau-frère qui était CPE dans l'enseignement et qui réglait les problèmes de violence et de délinquance dans les LEP, là où il travaillait. Oui. C'est-à-dire, il virait l'élève, il était mis à la porte, et... alors, il intervenait auprès de la CAF pour signaler que l'élève n'était plus scolarisé. Ah ouais. Donc, le résultat, c'était que pas scolarisé, pas d'allocation familiale. Les parents, au bout d'un mois, ils se posaient la question. Ils disaient, ouais, mais il faut aller voir l'école parce qu'il n'est pas scolarisé. Donc, ils venaient avec l'élève. Et ils disaient, ouais, nous, on touche plus d'allocations. Mais mon beau-frère leur disait, écoutez, c'est simple. Il vient, il se bat avec les élèves, il se bat avec les profs. On peut pas le garder. Donc, on l'a renvoyé. Après, si la CAF vous paye plus parce qu'il est plus à l'école, c'est pas de notre faute. Ouais, donc, l'élève, il prenait une raclée devant tout le monde. Ah bon? Et il reprenait les cours. Ah bah c'était une méthode radicale, quoi. C'était une méthode. Un élève de 1200 élèves quand même. Ouais. Il me dit, mais si tu fais pas ça, t'es mort. Il m'a dit, à Beaucaire, j'ai vu le proviseur se faire gifler. Et il pouvait rien faire, il a que 600 élèves. Et il a dit, je rigole. Ouais. Je rigole. Alors, le problème des élèves, on peut brimer un petit futur délinquant, mais les délinquants, eux, les trafiquants de drogue, ça ne sert à rien. Ouais. Ils gagnent suffisamment d'argent. Ouais. Non, mais alors ce sont... ils n'ont pas besoin de ça. Olivier, alors c'est vrai, je comprends bien sûr, parce que évidemment ils gagnent beaucoup d'argent autrement, sauf que ce sont les familles aussi qui sont concernées derrière, parce que ils ont les moyens d'alimenter la famille. Oui, alors, c'est ce qui se passe. Il faudrait, c'est sur les peu, alors c'est pas les gros trafiquants, ce sont sur les guetteurs, les trucs comme bien ça. Sûr. Ils gagnent pas assez. Parce que vous savez, moi je travaillais, malheureusement, j'avais des jeunes trafiquants.
qui travaillait et il me disait, moi dans la semaine, je gagne avec mon business, il appelait ça, je gagne plus que toi en un mois. Bah ouais. Alors c'est vrai, mais j'ai dit alors pourquoi tu viens travailler? Ouais. Il m'a dit parce qu'on a besoin de la couverture sociale. Ouais. Eh oui. Il m'a dit parce que sans couverture sociale, il me dit tu veux te faire soigner, il t'arrive un accident, l'appendicite, ça coûte très cher. Donc il me dit mes parents, ça le fait pas. Et moi je suis trop jeune pour me payer tout. Mais bon, ils achetaient des voitures à crédit par exemple, parce qu'ils sont très intelligents, faut pas croire. Hein. Bah, je lui ai dit mais pourquoi t'achètes une voiture à crédit? Il m'a dit je peux m'acheter deux si je veux, cash. Mais il me dit, si je m'achète des voitures cash, on va me demander où j'ai pris l'argent pour les acheter. Donc il m'a dit, je fais un crédit, je justifie que je travaille, et voilà, personne m'embête. Bon, et donc vous êtes bien sûr évidemment favorable, quand je vous écoute, à la proposition de résolution à l'Assemblée que veut déposer ce député à l'Assemblée pour généraliser le dispositif qui a été mis en place par la CAF et le parquet de l'Isère. C'est ça qui permet de supprimer, de réduire les prestations sociales de toutes les personnes qui sont condamnées pour trafic de drogue. Ça vous fait réagir au 0826 300 300. Et vous, Elisabeth Lévy, d'un mot, pourquoi? Oui, parce que la question de l'efficacité n'est pas la seule, en l'occurrence. Je suis désolé, moi je vais travailler pour payer les allocations familiales. Et vous aussi, et beaucoup de gens aussi. Donc, il y a un principe de justice qui me semble aussi à respecter pour l'idiot qui va bosser pour qui trafique pas de drogue, qui est de pas payer effectivement pour des gens qui pourrissent la vie de ses enfants ou des enfants des autres. Donc, et juste sur l'efficacité, sur l'efficacité, malgré tout, quand vous aurez dit que ils n'ont plus le droit à aucune prestation, aucune. C'est-à-dire, vous dites, vous avez été condamné. Évidemment, il faut qu'il soit condamné. C'est pas juste, c'est pas juste le voisin t'a vu en train de dealer. Mais bon, moi, je pense que là, ça devient quand même un moment dissuasif. Thomas Guénolé, bonjour Thomas. Bonjour, comment allez-vous? Chaque mercredi matin. Bonjour à tous déjà. Une autre façon de prendre le problème, ce serait de considérer qu'on peut peut-être légaliser le cannabis. Alors, ça c'est autre chose. Mais là où c'est légalisé, ça n'empêche pas la consommation d'autres drogues. Vous allez aux États-Unis, à San Francisco, etc. Vous avez vu les crackers dans les rues? Je suis content que vous souleviez le problème. Je suis content que vous souleviez le problème, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous légalisez le cannabis, ça ne fait pas bouger la consommation des autres drogues, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc c'est neutre. Donc le fameux argument que moi j'ai entendu pendant quasiment toute ma vie, j'ai 42 ans, on a entendu en boucle, vous comprenez, les drogues douces mènent aux drogues dures. La preuve que non, puisque ça bouge pas une fois qu'on légalise. Et donc je pense que ça pourrait être intéressant. En plus, c'est d'une hypocrisie sans nom. Si je demande en toute sincérité qui a déjà fumé du cannabis autour de cette table et dans la régie, à mon avis, on est quelques-uns, moi inclus d'ailleurs. À part Patrick Roger, avoir testé. Au moins non testé. Mais c'est vrai. Comme Elisabeth, j'en parle même pas. Mais tout le monde le sait. Comme l'alcool ou le tabac, sauf que c'est autre chose. Mais voilà, je sais pas si vous pouvez réagir d'ailleurs à ce que vient de dire Thomas Guénolé. On en reparlera puisque Thomas, comme Elisabeth, sont avec nous jusqu'à 10h. La politique aussi maintenant. On va y venir. Chaque jour, il y a un nouveau feuilleton. Alors ce matin, c'est donc Édouard Philippe. Édouard Philippe, ça y est, il va être nommé Premier ministre. Il se positionne, non lui, pour 2027. On ne sait pas si c'est 2027. Oui. Il donne pas la date. Il se positionne pour l'élection présidentielle. Oui, c'est ça, pour l'élection présidentielle. C'est vrai, vous avez raison. C'est pas moi qui l'ai remarqué. Imaginons, non, mais c'est vrai, on l'a beaucoup dit ce matin avec les éditorialistes de Sud Radio, Jean-François Aquili notamment, qui a fait ses débuts ce matin sur Sud Radio dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Alors, pour Matignon, pour l'instant c'est exit, Thierry Baudet, Lucie Castet. Alors, Lucie Castet, qui s'y voyait tout de même déjà, et qui avait tout prévu, y compris son salaire, Maxime Trouleau. En tout cas, elle avait fait un devis pour faire campagne, pour continuer de faire campagne. C'est sérieux. Donc oui, elle avait donc pouvoir en fait faire campagne. Bon, évidemment, Emmanuel Macron entre-temps a dit non à la piste menant à Lucie Castet, mais elle avait prévu donc elle avait fait un devis de 51 000 € pour son équipe, la totalité de son équipe, une somme qui devait couvrir, Patrick, les salaires de 3 collaborateurs clés. Ça, c'est les infos de Marianne, de nos confrères de Marianne. L'allocation de budget
bureau dans le centre de Paris et les frais de déplacement pour les activités politiques de Lucie Castet. Et en plus de ça... Pas des robes. Et Rien en pour plus, les robes. je ne sais pas s'il y avait des robes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les 50 000 euros, il n'y avait pas non plus son salaire. Et ce devis disait que, en plus de ça, elle devait, en tout cas, recevoir 9 000 euros. En tout cas, pour le mois de septembre, évidemment, tout ça a été revu par l'équipe de Lucie Castet. Son entourage, d'ailleurs, affirme que ces exigences ne sont plus d'actualité. Bon, c'est normal qu'elle avait pensé quand même à l'argent. Elle est quand même directrice financière à la mairie de Paris. Ah donc, oui, avec le succès elle cloché, pense au budget, quoi. Hein, laissons l'homme de gauche s'exprimer. Au 0826 300 300, les auditeurs réagissent. C'est Yann Deslandes qui est avec nous. Bonjour, mon cher Yann. Oui, bonjour Patrick Roger, bonjour Elisabeth. Bonjour Yann. Et j'ai oublié le nom de votre collaborateur. Thomas Guénolé, enchanté. Tout le monde est là, voilà, alors, Maxime, oui. Yann, oui. Voilà, alors déjà, Patrick, je voulais vous souhaiter une belle rentrée, voilà, et je suis ravi, une fois de plus, d'écouter pendant encore une belle année Sud Radio et d'être un auditeur fidèle, voilà. Bon, première merci. Chose. Ça nous fait chaud au cœur à chaque fois, ouais. Voilà, ça c'est fait. La deuxième chose, effectivement, moi j'ai eu Manu au standard et j'ai réagi sur cette information de Lucie Castet. Ouais. Enfin, cette personne qui est haut fonctionnaire, qui nous a fait un feuilleton là tout l'été. Vous comprenez, je veux être nommé Premier ministre. Alors d'ailleurs, j'hésitais à envoyer moi-même ma candidature à Monsieur Macron parce que tout compte fait, je me dis tant qu'à faire, la place doit être bonne s'ils se battent tous pour y aller. Mais enfin, ils oublient quand même que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Ils oublient un peu comment fonctionne la Constitution. Mais enfin, que j'entende qu'une haute fonctionnaire, donc qui est quand même rémunérée en fait, hein, elle est rémunérée par les services de l'État, puisqu'elle est haut fonctionnaire. Aujourd'hui, qu'on entende qu'elle réclamait donc 51 000 euros pour ses collaborateurs qui sont aussi des proches d'elle, donc qui sont aussi sûrement des fonctionnaires déjà rémunérés à la mairie de Paris. Pas forcément. Donc ça fait enfin peut-être pas, mais enfin c'est peut-être une affaire à creuser, voilà. Et qu'en plus elle réclame derrière un salaire de 9 000 euros. Enfin ça prouve bien qu'en fait cette dame qui nous a fait un feuilleton tout l'été avec toute l'équipe là du NFP, enfin surtout de LFI, en fait ça prouve bien que ce qui les intéresse, c'est pas non plus trop ce qui se passe pour les Français, mais c'est plutôt ce qu'ils vont se mettre dans les fouilles en fait. C'est un peu ça qui dégoûte les Français d'aller voter. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, elle est quand même un peu vite pour dire, bah voilà, il faut, on va s'organiser pour faire campagne. Mais d'abord, il faut me nommer. Alors moi, je veux bien être ministre du logement parce que très clairement, ça c'est mon métier en plus. Ça tombe bien, je suis agent immobilier. Alors au moins, je serais peut-être pas plus. Je serais peut-être pas plus mauvais que les autres, tout compte fait, parce qu'au moins je parlerai en connaissance de cause. Mais enfin, on ne demande pas à être ceci ou cela. Ça voilà. Et quand on voit tout ce que ça a fait, alors que les partis aient payé ses déplacements et compagnie, parce qu'effectivement, elles se déplaçaient pour 4 partis politiques. Et puis surtout qu'en fait, c'est quand même l'argent qu'ils ont pris, qu'ils prennent dans la poche des Français avec les résultats des législatives. Enfin, c'est de l'argent public en fait cette histoire. Allez, on oublie là-dedans, c'est que c'est de l'argent public en fait. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites aussi à travers cette prise de parole, mon cher Yann, c'est que les politiques, comme l'État, doit rendre des comptes aux Français. C'est-à-dire que évidemment tout cet argent qui est utilisé, c'est vrai. Et alors normalement il y a des contrôles, il y a des organismes, mais ça marche plus ou moins bien. Mais c'est vrai qu'on doit rendre des comptes. Restez avec nous, Yann. Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy, d'un mot. Oui, on a une assemblée qui est coupée à peu près en 3 tiers. Dans ces 3 tiers-là, si vous mettez un gouvernement NFP, enfin de gauche quoi, avec ou sans ministre LFI, en réalité, vous allez vous retrouver avec une censure par les 2 tiers de la restant de l'Assemblée. Donc cette situation ne devrait même pas être discutée, ça passe pas. De toute façon. Donc je veux bien qu'on en parle. Je veux bien qu'on parle aussi de l'éventualité si on nomme Darvador Premier ministre, quelles seront ses notes de frais, etc. Mais c'est à peu près aussi vraisemblable. Non, mais c'est quand même intéressant, Thomas, que l'une de ces cette dame qui prétendait quand même appliquer un programme très les riches, on va aller taper sur les riches, dont elle aurait fait partie. D'ailleurs, elle était à la 10, avec ses 9 000, elle était à la 18e tranche d'imposition dans leur Dans ce cas-là, c'est tout à son mérite d'être prête à se taxer elle-même. Franchement, Pascal Preux a dit, c'est marrant, on a inventé un nouveau poste, le poste de Premier ministre imaginaire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, il paraît quand même qu'elle leur a posé des problèmes, parce qu'elle voulait plus décoller, parce qu'elle a pris la lumière, elle était toute contente, personne ne la connaissait. D'ailleurs, je vous rappelle quand même l'endettement de Paris. Si elle s'apprêtait à gérer... Alors, elle n'était pas là il y a quelques années, quand ça s'est
fait aussi. Elle était là pour faire le ménage et j'ai pas vu le ménage. Non, mais ça c'est. Donc, ça c'est vrai. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, il paraît qu'elle maintenant, elle y a pris goût. Elle a pris goût au Sunlight, mais un petit correctif quand même pour Yann, je pense. En réalité, il y a beaucoup d'ego, mais on peut pas dire c'est soit ils veulent s'occuper de la France, soit ils veulent eux-mêmes. Je ne crois pas avoir des statuts. Ouais. Je ne crois pas quand même qu'on puisse dire des politiques qu'ils veulent juste s'en mettre plein les couilles. Yann, avant d'être ministre du logement, dites-moi, est-ce que ça reprend justement les activités dans le logement, puisque vous êtes spécialiste et là, j'ai lu ici et là, il y a quelques tendances, que ça reprenait un petit peu. Bon, moi, je fais partie d'un réseau qui est pas un énorme réseau, puisqu'en fait aujourd'hui, alors il y a des agences immobilières classiques, hein, voilà. Moi, je fais partie d'un réseau. De vous à moi, moi, j'ai continué à travailler toute l'année. Donc, en fait, ça travaille. On a quand même des choses. Quand les biens sont évalués au bon prix et qu'ils sont vendus au bon prix et avec des frais d'agence qui sont pas des frais exorbitants, on a encore des acheteurs. Alors effectivement, il y a eu un ralentissement. Effectivement, la partie politique là a freiné le marché aussi parce que très clairement, il y a plus de visibilité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de visibilité. Et ça pose un énorme problème. Après, si les banques là, bon, a priori, la BCE lâche encore un peu de lest et les taux devraient repasser plutôt dans les 3,5 là pour septembre. Alors peut-être que la baisse du taux un petit peu va générer un petit peu plus d'activité. C'est effectivement plus calme. Ça aussi épurer le marché, hein, de vous à moi. Il y a des gens qui s'étaient installés dans nos métiers, qui, alors sans être préjudiciable pour les autres métiers, hein, mais quelqu'un qui était boucher ou boulanger ou qui avait des problèmes dans un truc et qui s'installe en agent immobilier, c'est quand même un métier où on a quand même un minimum de connaissances. Non, mais c'est vrai. Oui, enfin, on est un peu dépendant de quelques lois quand même. Et on est régi par les douanes. Voilà. Et donc, effectivement, ça commence un petit peu à refrémir. On ressent que les gens bougent un petit peu. Maintenant, le problème de ne pas avoir de visibilité, et c'est pas le problème d'avoir un Premier ministre ou pas, hein, de vous à moi, les Belges sont restés 1 an et demi sans gouvernement. Je crois pas qu'ils s'en portent plus mal. Merci mon cher Yann, mais vous avez raison. C'est vrai qu'il y a quelques années, tout le monde s'est installé, tout le monde ou presque, sans formation, ou presque, s'est installé agent immobilier. Ça a fait flamber les prix. Dans les années 2000, ces prix ont flambé. Regardez bien ce que valait en fait un appartement ou une maison en 1995, 2000, avant d'ailleurs la montée de l'euro, et ce que c'est devenu par la suite. Vous verrez. Et la déconnexion en fait politique et puis la déconnexion des Français de leur pouvoir d'achat, elle date de ce moment-là. Ça a véritablement commencé, ça a flambé et certains ne peuvent plus se loger. On le dit pour les profs, mais on le dit pour beaucoup d'autres. C'est intéressant ce que vous avez souligné ce matin, mon cher Yann. L'immobilier, on en parle d'ailleurs tous les samedis matins dans la matinale de Jean-Marie Baudry sur Sud Radio avec l'équipe de Radio Imo. Juste avant le débat, et ça va vous intéresser, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, chaque matin on relève aussi avec Joseph Ruiz qui est à mes côtés une info qui nous interpelle. Là, c'est un Américain de 35 ans qui fait trembler les grosses boîtes américaines depuis plusieurs mois. Il s'appelle Starbucks et il est en guerre contre la culture woke. Expliquez-nous donc tout ça, mon cher Joseph. Effectivement, alors déjà aucun rapport entre Robbie Starbucks et la célèbre marque de café. Mettons les choses au clair. Il a 600 000 abonnés sur X, anciennement Twitter, et il s'attaque aux politiques de diversité dans les entreprises. Elles existent depuis plusieurs années, ces politiques de diversité, mais elles se sont multipliées, notamment depuis la mort de George Floyd en 2020 à Minneapolis, qui a lancé le mouvement Black Lives Matter. Et ces fameux programmes, ils sont regroupés sous un acronyme DEI pour diversité, équité et inclusion. Et lui, il est en guerre contre cette culture woke et il force carrément les entreprises à abandonner ses idées. Et comment fait-il ? Il fait des vidéos. Il utilise sa communauté et il prend les marques prisées plutôt par les conservateurs et il dénonce ce qu'il appelle tout simplement des trahisons. Et les posts des entreprises sont envahis par les commentaires et il a fait flancher par exemple la marque Ford, Harley Davidson ou Jack Daniels. Ford n'imposera aucun quota de diversité LGBT+ à ses vendeurs
et à ses fournisseurs. Mais d'où sort-il quand même ce Starbucks, Roby? Alors, il a tenté en politique. D'abord, il s'était présenté aux primaires du Parti républicain pour être candidat à un siège au Congrès en 2022. C'est un partisan de Donald Trump. Mais il veut plus être un politique. Alors déjà, il a perdu. Il n'a pas réussi à être élu. Mais pour lui, le monde de la politique, c'est tout simplement un monde de voleurs et de menteurs. Merci, mon cher Joseph Ruiz. Ça fera peut-être réagir Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé dans un instant, où on va aborder les réseaux sociaux. On va aborder toutes les questions de société. Et puis, plus en profondeur aussi, tout à l'heure, est-ce que Israéliens et Palestiniens pourront se reparler de façon apaisée? Est-ce que c'est possible, ça? Nous en débattrons tout à l'heure. Il est 9h21, bienvenue dans La Vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face jusqu'à 10h. Chaque mercredi, c'est le débat entre Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé, politologue, enseignant. Dans le respect, évidemment, même si vous n'avez pas les mêmes points de vue, ça je le sais, bien sûr, mais c'est cette confrontation d'idées qui doit donner aux auditeurs un éclairage sur les sujets. Dans un instant, on va se poser en fait sur la guerre au Proche-Orient. Est-ce que Israéliens, Palestiniens pourront se reparler? Le Hamas dit que les otages reviendront en Israël dans des cercueils si le pays poursuit sa pression militaire. Alors évidemment, quand on est dans ce positionnement, dans ce bras de fer, c'est difficile d'arrêter la guerre et ce cycle infernal du moment qui, on le rappelle, a été déclenché le 7 octobre dernier par les militants du Hamas, des fondamentalistes, avec la barbarie que l'on a connue. On y reviendra dans quelques minutes avec vous, Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy, et puis vous, d'ailleurs, au 0826 300 300. Pendant ce débat, vous pouvez réagir. Manu vous attend au standard 0826 300 300. Vous le savez, vous avez la parole. Juste avant, je voudrais... Alors, on réagira peut-être, Elisabeth Lévy et Thomas, sur ce que vient de nous dire Joseph Ruiz tout à l'heure sur la chasse aux wokistes. Il y a eu un livre l'an dernier qui nous disait déjà que la contre-offensive était lancée. Moi, je suis prudente. Il nous a dit que ce monsieur, qui est certainement très bien, mais 600 000 abonnés aux États-Unis, c'est pas énorme quand vous êtes activiste. Donc, c'est vrai, il y a des réactions, il y a des gens qui sont furieux. Maintenant, ça nous amène au sujet de maintenant. Le wokisme, ça marche par l'intimidation des réseaux sociaux et des minorités offensées qui vous traitent de racistes ou de ce que vous voulez à la première occasion, mais sans les réseaux sociaux, ça marche pas. Ça, dans la société, ça peut pas prendre. Ouais, c'est ça. Alors oui, parce que la question, c'est justement, est-ce qu'il faut brûler ou non les réseaux sociaux, les interdire? X, le Twitter, ex-Twitter, a été interdit par la justice au Brésil. Vous avez vu que la France aussi a mis en examen le fondateur de Telegram, Dross. Et la justice n'hésite plus à sanctionner les réseaux qui refusent de coopérer. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Est-ce que les démocraties sont menacées par les réseaux? Thomas Guénolé. Moi, je dirais que les démocraties sont menacées par les États. Et qu'au travers des pressions qui sont exercées en ce moment sur un certain nombre de réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour apporter publiquement mon soutien à Pavel Durov, le fondateur de Telegram, pour que les choses soient parfaitement claires. Telegram, c'est un outil pour protéger la vie privée, la vôtre, la mienne, etc., pour ceux en tout cas qui se servent de Telegram sans être espionnés par un État. C'est aussi le cas d'autres messageries telles que Signal. L'arrestation de Durov en France, en réalité, concrètement, c'est l'État français qui fait pression sur lui parce qu'il refuse de laisser les polices et les services secrets fouiller nos conversations en général sur Telegram. Oui, mais on dit c'est parce que aussi il peut y avoir des dérives. Oui, les pédonazis, notamment du trafic, etc. Alors, c'est l'argument, c'est ce que la communauté du logiciel libre, je les salue au passage, appelle depuis des années l'argument des pédonazis. C'est-à-dire, on a un endroit où notre vie privée ne peut pas être bafouée et piétinée par les États, les polices, les services secrets, et l'argument avancé pour faire sauter tout ça et pour pouvoir enfreindre notre droit à l'intimité, j'allais dire, c'est de dire, mais vous comprenez, il peut y avoir des pédonazis, c'est-à-dire des réseaux pédophiles, des réseaux néonazis, des réseaux terroristes, etc. Criminels, quoi, bien sûr. Oui, quand bien même, quel que soit, et j'assume complètement cette position, quels que soient les crimes poursuivis, moi je refuse que l'État obtienne le droit de fouiller toutes nos conversations numériques. Bon. Je le dis. Sur cet argument juste, est-ce qu'on va condamner les compagnies de téléphone, parce que vous savez, il se dit de ces trucs dans les conversations téléphoniques tout à fait illégaux. Donc, il y a un moment, le tuyau ne peut pas être rendu pour responsable. Néanmoins,
là où je suis en total désaccord. Aujourd'hui, globalement, ce ne sont pas les États qui menacent la démocratie, à mon avis, qui menacent la démocratie, surtout chez nous, où l'État est plutôt trop faible que trop puissant. Les intrusions dans la vie privée, les demandes de censure viennent de la société, viennent des médias, viennent de minorités offensées qui passent leur temps à demander qu'on fasse taire X, Y ou Z, bien sûr. Ça, on le voit toute la sainte journée, c'est ça le wokisme. C'est de dire comment... C'est le wokisme qui nous met sur écoute. Pardon, Thomas, je vous ai écouté, on va faire pareil. C'est de dire, vous voyez, celui-là, il est raciste parce qu'il est contre l'immigration. Et là, vous commencez, ou dans MeToo, c'est exactement pareil. Celui-là, il a été accusé, donc il est coupable. Et là, vous êtes lâché par des employeurs, vous êtes lâché par des clients, simplement sur pression des réseaux sociaux. MeToo est un excellent exemple de cela. MeToo, qui pour moi est une logique totalitaire. Donc, ce totalitarisme du bas, il existe. Maintenant, je dirais que les réseaux sociaux, et c'est pour ça que c'est très compliqué, ça concerne, disons que ça met en jeu deux niveaux. Le premier est un niveau régalien. Il y a effectivement des risques de manipulation électorale, de ceci, de cela, des risques que des États utilisent les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a interdit TikTok aussi en Calédonie, je vous rappelle. Hein. Oui, c'est vrai, bien sûr. Pendant les émeutes. Que des États que ces réseaux sociaux soient un instrument contre la sécurité de l'État et contre l'ordre public. Mais d'un autre côté, il y a ce qu'a dit Thomas, qui est très important aussi. C'est-à-dire, c'est un espace de liberté individuelle et c'est là que je vous refile la balle à ce moment-là. Moi, je pense que je suis, comme vous le savez, je déteste la censure. Néanmoins, je sais que dans toutes les sociétés civilisées, il y a des interdits, y compris sur toutes les libertés. Vous n'avez pas le droit de faire tout et n'importe quoi, de dire tout et n'importe quoi. Cependant, cette répression doit être la plus faible possible. Et là, si vous voulez, on est dans une zone où les deux objectifs, le contrôle régalien et la liberté des vies privées, peuvent s'entrechoquer, oui. Thomas Guénolé ? Oui, je suis globalement d'accord avec la conclusion d'Elisabeth sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un enjeu il y a une tension entre l'objectif de souveraineté de l'État, du point de vue de l'État. C'est pas notre intérêt à nous, c'est l'intérêt de l'État. C'est notre intérêt, l'intérêt de l'État. Alors, ça peut être contesté. Ça n'est pas automatique. En tout cas, en particulier dans notre droit à la vie privée. L'État n'a pas intérêt à ce que notre droit à la vie privée soit respecté, puisque ça va contre son propre pouvoir. De manière générale, l'État, j'ai pas dit la justice, les contre-pouvoirs ou quoi que ce soit, de manière générale, l'État, quand on ne lui maintient pas la laisse serrée, a tendance, en particulier du côté des polices et du côté des services, je le répète, à exiger à chaque fois qu'il peut qu'on lui donne des autorisations supplémentaires de fouiller. Un peu partout. La loi renseignement, si ça menace le pays. Et voilà. S'il y a une menace du pays. Eh bien, Patrick, puisque c'est pour votre sécurité, mets-toi à quatre pattes et à bois. Non, parce que tu comprends, c'est pour ta sécurité. Bien, vous moquez de nous. Non, je me moque pas. Je dis juste, je fais une démonstration par l'absurde sur ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure, avec lequel je suis d'accord, c'est-à-dire que il y a des limites à l'argument de la sécurité. Et si vous me dites, tu auras plus de sécurité, mais en contrepartie, tu n'auras plus le droit à la vie privée et plus le droit à des messageries sécurisées pour communiquer, pour te échanger des trucs privés avec ta femme, avec tes amis, etc. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je dis non. J'ajoute que c'est un combat qui est pas théorique. Je vous prends un exemple. Le réseau international Anonymous. Quand il y a eu les printemps arabes en Égypte, en Tunisie, la raison fondamentale pour laquelle ça a pu marcher, outre le courage des insurgés, c'est que vous avez des cyberactivistes du monde entier, mais en particulier d'Europe, qui se sont mobilisés pour faire planter tous les sites internet des gouvernements les uns après les autres, et d'autre part, et donner aux activistes des instruments pour contourner la censure sur Internet, Facebook, etc. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. D'un mot, alors, Elisabeth Lévy, pour conclure. D'abord, sur la vie privée. Moi, je suis désolé, il n'y a pas longtemps, je vous donne un exemple. Quelqu'un a publié un enregistrement d'une conversation prise dans un bistrot entre Stéphane Plaza et une de ses ex, ou je ne sais plus très bien ce que c'était. C'était qui? Les services secrets? Non. C'était Mediapart. Et ça, tout le monde applaudit, c'est merveilleux, les grands investigateurs, ils ont fait ça 50 fois. Ma vie privée, je me sens beaucoup plus menacée
par Mediapart et par cette presse-là que par l'État. Non, mais je vous le dis, ces gens-là sont prêts... On est en désaccord là-dessus. Non, et la deuxième chose, un mot dont on n'a pas parlé, qui est quand même très important, c'est qu'est-ce que font ces réseaux sociaux au cerveau des jeunes? La génération TikTokée, ça va pas être du gâteau. Oui, ça c'est vrai. Bah tiens, si vous voulez réagir, on disait pareil sur 26 300. Je pense que sur cette question d'interdiction ou de réglementation des réseaux sociaux, ça vous fait réagir. Hein. Vous pourrez parler à la fin de cette émission avec Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, parce que dans un instant, on va aborder cette question qui fâche aussi la guerre au Proche-Orient. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, chaque mercredi, Elisabeth Lévy, éditorialiste et puis qui dirige également Causeur, avec la une, c'est Éric Zemmour, la politique est l'ennemi du peuple. Hein, c'est d'actualité, non? Voilà, c'est absolument. Et Thomas Guénolé, qui est enseignant, politologue, et qui avait fait aussi un peu de politique il n'y a pas si longtemps. Cette question en fait brûlante dans l'actualité. Est-ce que les Israéliens et les Palestiniens, vous connaissez bien ce sujet, hein, est-ce que les Israéliens et les Palestiniens pourront se reparler un jour, pourront faire la paix? Là aujourd'hui, je vais pas revenir sur les derniers épisodes, parce qu'ils sont nombreux, mais il y a toujours en fait la question des otages. Thomas Guénolé. Israël doit rendre aux Palestiniens toute la Cisjordanie, toute la bande de Gaza et tout Jérusalem-Est. Tous les civils israéliens doivent partir, tous les soldats israéliens doivent partir, toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie doivent être totalement abandonnées par l'intégralité de leurs habitants israéliens. Et l'État d'Israël doit indemniser la Palestine pour avoir occupé illégalement ces territoires. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice des Nations Unies dans sa décision récente là. Et donc déjà, il me semble que aborder ce sujet sans commencer par là, c'est-à-dire qu'il y a un État qui est en train d'occuper illégalement le territoire d'un autre État, militairement, et d'y implanter des colonies. Si on n'est pas au moins dans ce point de départ-là, c'est difficile d'arriver à quoi que ce soit en termes de rétablissement de la paix. Parce qu'encore une fois, quand on est un État, on n'occupe pas le territoire d'un autre État pour le coloniser. C'est deux États, quoi. C'est la question aussi de la cohabitation des États et puis de territoires qui sont occupés. Attendez, c'est important, c'est très important. Je n'ai absolument pas mis sur le même plan les deux situations. C'est pas deux États qui ont besoin de se mettre d'accord. C'est un État A qui occupe illégalement le territoire d'un État B et qui implante des colonies et qui donc doit partir de la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est, dans leur intégralité. Il faut déjà commencer par là. Bon, vous êtes préambule. Alors c'est très clair. Si on écoutait Thomas Guénolé, je ne crois pas que c'est ce qu'ils veulent, il n'y aurait plus d'Israël dans 50 ans. Alors premièrement... Pourquoi Parce que alors Thomas, là c'est un sujet compliqué. Si vous m'interrompez, je ne vais pas y arriver. Je vous ai écouté et ça m'a coûté, je peux vous dire. Parce que vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur et je vous assure que ce que je vous dis est vrai. Premièrement, on oublie toujours, quand on parle des résolutions de l'ONU, de rappeler que la première résolution de l'ONU sur ce conflit, c'est la résolution de, je ne sais plus son numéro, de 1947. Le plan de partage de la Palestine mandataire, refusé par les Arabes, accepté par les Juifs. La partie arabe, la partie palestinienne, on ne parlait pas de Palestine à l'époque de peuple palestinien, les nationalités n'étaient pas les mêmes. A refusé. Il y a 5 armées qui ont marché sur le jeune État juif, et c'est la première guerre d'Israël qui a commencé le jour même de l'indépendance. Donc déjà, pour commencer, quand on parle de droit international, curieusement, on oublie ça. Et depuis, tout ce que les Palestiniens ont eu sur la table à chaque fois, c'était moins à chaque fois, et à chaque fois, ils ont refusé. Deuxièmement, il n'y a pas deux États. D'accord ? Ça, c'est faux. C'est factuellement faux. Il n'y a pas deux États. Non, mais il pourrait y avoir deux États. Il me dit un État occupe un État B. Il n'y a pas deux États. Troisièmement, à chaque fois qu'Israël s'est retiré d'un territoire, ce territoire est devenu une base pour le Hamas, pour le Hezbollah, pour qui vous voulez, pour tirer sur des civils israéliens. Pourquoi ? Parce que le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, ça n'est pas un problème territorial qu'ils ont avec Israël. Non. C'est un problème idéologique. C'est-à-dire, l'Iran n'a aucun contentieux avec Israël. Aucun. Pas de territoire, pas de ceci, pas de cela. Le Liban a vaguement inventé des fermes au nord. Mais enfin bon. Leur seul contentieux, c'est qu'ils ne veulent pas voir un État juif au milieu de chez eux. Et quand même, la dimension de haine des Juifs que nous voyons aujourd'hui
mais vraiment avec force. Un restaurant cachère vandalisé hier, c'est pas parce qu'ils sont israéliens, à ma connaissance. Donc, cette haine des Juifs et cette haine d'Israël n'a pas de base, si vous voulez, simplement territoriale. Ça ne veut pas dire qu'Israël fait tout bien, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas rendre certains territoires, mais avant toute chose, parce que votre question était est-ce qu'ils peuvent se parler? Oui, bah, bien sûr. Eh bien, je vais vous dire, c'est comme moi, quand j'ai vu, j'ai une image en tête qui m'obsède. Le 7 octobre, c'est eux qui l'ont diffusé, hein. Quand ils amènent un petit garçon otage de 6 ou 7 ans à Gaza, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mômes de 6 ou 7 ans autour palestiniens qui commencent à le battre, à se moquer de lui, etc. Alors c'est peut-être pas de leur faute, ils ont été élevés comme ça. Mais il va falloir au minimum une génération éduquée autrement que de la haine des Juifs, et je répète la haine des Juifs, pour commencer à parler. Donc, si vous voulez, moi quand j'entends Thomas Guénolé, je me dis, effectivement, comme d'habitude, c'est Israël le méchant, les Palestiniens n'ont rien fait. C'est pas ce que j'ai dit. On ne leur demande jamais aucun compte, jamais. Est-ce qu'on a demandé au chef du Hamas de dire pardon? Non mais c'est honteux. S'il rendait demain les otages... C'est pas ce que j'ai dit non plus. Non mais franchement, je veux dire... C'est pas ce que j'ai dit. Thomas Guénolé, oui, par rapport à ce que dit Elisabeth. Elle dit, pardon, c'est pas contre vous, mais... Voilà, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas contre vous, c'est juste que ce sujet me tient beaucoup à cœur et ça me fait beaucoup de peine ce qui est en train de se passer. Voilà. Ouais, je comprends. Alors attention d'ailleurs, je commence par cette précision. Tous les juifs, tous les gens d'origine juive n'approuvent pas automatiquement la politique d'Israël. Je sais que ça va de soi. Je sais que ça va de soi une fois qu'on l'a dit. Netanyahou. Oui, voilà, mais ça va de soi une fois qu'on l'a dit, mais il faut quand même le rappeler. En ce moment, vous avez une grève générale en Israël contre la politique du gouvernement Netanyahou et pour un accord immédiat de libération des otages. Et d'autre part, en France, vous avez un certain nombre de gens qui sont juifs ou d'origine juive. Moi, par exemple, j'ai des origines ashkénazes par ma mère et je suis, vous l'avez entendu, pro-palestinien. Donc voilà, il faut pas... T'as plutôt une tête de séfarade, pardon. Pourtant, je suis ashkénaze, ma chère. Contrairement à moi. Voilà. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un vieux sujet. Ashkénaze et séfarade, c'est un débat en soi. Sur le papier, évidemment. Attendez, j'y viens. Je vais vous répondre là-dessus. La Palestine, c'est déjà un État souverain. C'est un État souverain occupé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice des Nations Unies, je le répète. Alors on peut dire, non, il n'y a pas d'État, si, il y en a un, il se trouve que c'est un État souverain occupé, comme c'est arrivé à un certain nombre d'autres États en cours de l'histoire. Elisabeth vous répondra. L'argument, Israël est obligé d'occuper la Palestine pour sa propre sécurité, non, en fait, la sécurité d'un État n'a jamais donné le droit, jamais, d'occuper le territoire d'un autre État. Vous pouvez lui faire la guerre, etc., mais ça ne vous donne pas le droit d'occuper un autre État. Par ailleurs, il y a un argument qui est de poser des préalables encore et encore alors que vous occupez illégalement un territoire. Vous n'avez pas à être là, c'est de dire Israël rendra les territoires occupés lorsqu'il y aura eu la libération des otages, on aura... Alors, dans les années 90, pour saboter les accords d'Oslo, c'était on appliquera les accords d'Oslo et on se retirera des territoires quand les attentats auront cessé. Et puis après, c'était quand machin et bidule auront déposé les armes, etc. C'est parce qu'il y avait eu aussi les armes et des attentats. Sauf que, mais je le répète, l'occupation, je sais que ça paraît dingue, mais en fait, quand vous occupez le territoire d'un autre État, c'est illégal, vous n'avez pas à être là, vous devez partir. Et dernier point, démanteler les colonies israéliennes en Cisjordanie, on dit souvent c'est irréaliste, c'est infaisable, etc. Alors c'est pas vrai, j'en veux pour preuve que les colons israéliens en Cisjordanie et en Jérusalem-Est, ils sont 500 000 à peu près. En Algérie française, il y avait 1 million de colons, ils ont été évacués, c'est la preuve que c'est faisable. Ouais, Elisabeth Lévy. Oui, ce qui est marrant, c'est que votre idée, en fait, c'est que vous voulez 2 États ethniquement purs, en fait. Il y aurait 2 États, il y aurait les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre. Je vous rappelle qu'il y a des citoyens arabes israéliens, il y en a des dizaines, des centaines de milliers. Pas parlé d'eux. Écoutez, c'est difficile, vraiment. Donc il ne faut pas s'interrompre. Donc il y a des centaines de milliers de citoyens arabes israéliens qui d'ailleurs n'ont pas la moindre envie d'échanger leur passeport contre un autre. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire. Votre vision merveilleuse du Moyen-Orient, c'est un État palestinien ethniquement pur. Merveilleux. Plus un juif. Ça, c'est génial comme objectif. C'est vraiment... Deuxièmement, non, c'est pas tout à fait ça. Oui, dans un autre État. Ça veut dire qu'il faut que les juifs s'en aillent. On dit pas les Israéliens, on dit les juifs. Dans des territoires. Les juifs doivent partir. Donc, excusez-moi, c'est quand même curieux comme vision. C'est une vision raciale d'un État. Moi, je n'ai pas cette vision des États. Troisièmement, je me fous éperdument de ce que dit l'ONU. L'ONU s'est déshonorée dans cette affaire. L'ONU est simplement la caisse de résonance de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, dont la haine d'Israël est pour une partie un ciment. Et je me fous éperdument, d'accord, des âneries que raconte l'ONU. Je vous rappelle que la Commission des droits de l'homme de l'ONU est dirigée par l'Iran, certaines années par le Soudan, d'autres. Mais
Et les droits des femmes, c'est pareil. Alors excusez-moi, cette espèce d'officine woke, je m'en fous. Allez. Donc, et troisièmement, le premier rôle d'un État et de l'État israélien, et j'espère qu'Israël le fera, c'est de protéger sa population. L'objectif de la guerre aujourd'hui n'est évidemment pas de tuer des civils palestiniens, c'est de faire en sorte que le Hamas ne puisse plus commettre de 7 octobre. Et c'est un objectif que je partage, parce que le prochain 7 octobre, ce sera pas 1200 personnes. D'accord ? Leur rêve, c'est de massacrer des centaines de milliers de civils israéliens. Allez, on poursuit dans un instant avec vous, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Nous sommes ensemble, la vérité en face, et on se dit les choses, quoi, avec des thèses qui s'affrontent, et bien sûr, chacun a ses positions. Et vous-même, d'ailleurs, si ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui veulent un café, levez la main s'il vous plaît. 5. Benoît, tu lèves la main ou tu bailles? Quoi Corinne? Tu veux un déca avec un peu de lait? Ah ouais. Tu veux pas une paille non plus? Non mais elle est hors sol. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Carte Noire, bénéficiez de 60% de remise immédiate sur le second. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 septembre. Sur les produits de la marque Carte Noire, sur le moins cher des deux. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+. Sud Radio. Mesdames et messieurs, chez Poltron et Sofa, il y a une économie allant jusqu'à 60%. Sur les nouveaux modèles de la collection. Tu m'enlèves toujours les mots de la bouche. Je ne fais que mon travail. Toi, retourne plutôt faire tes canapés. Venez découvrir plus de 90 modèles chez Poltron et Sofa. Solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Jusqu'au 25 septembre, pendant les journées MyAudi, repartez au volant de l'Audi Q2 35 TFSI Design à partir de 390 € par mois, avec un premier loyer de 3 000 €. N'attendez plus. Rendez-vous sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. MyAudi signifie mon Audi. Pensez à covoiturer. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent tous les jours pour votre vue. Sylvain, opticien à Montauban de Bretagne, s'engage pour prendre soin de la vue des enfants. Effectivement, les expositions au soleil ont de réelles conséquences sur les futurs problèmes visuels de nos enfants. C'est pourquoi il est important d'adopter dès le plus jeune âge les bons réflexes. Alors chez Optique 2000, on a créé le pack junior pour 30 € de plus. Pour en profiter, demandez conseil à votre opticien. Optique 2000, on va se revoir. Le pack junior Optique 2000, dispositif médical CE, voire conditions en magasin. Kiabi, la rentrée en mode pouvoir d'achat. Quand on pense une mode à petit prix, c'est aussi pour habiller les grands retours. Vivez une rentrée en mode pouvoir d'achat avec Kiabi. Pour nos petits aventuriers, on adore le pantalon à poche. Pour cacher tous leurs trésors. Filles ou garçons, couleur ou denim, résistant par tous les temps, à 9 €. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 17 septembre. Conditions kiabi.com. Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a 2 impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. J'ai lu qu'on avait en moyenne 120 000 cheveux sur la tête. Oui, c'est vrai. Et donc? C'est énorme. Et ça fait surtout 120 000 raisons de choisir un bon shampoing. Oui, et ça tombe bien, car du 3 au 14 septembre, pendant l'opération beauté, avec la carte, vous avez 50% de tickets Leclerc sur toute la gamme Elseve, shampoing, après-shampoing et soins. 120 000 fois merci pour l'info. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, on va en profondeur dans les sujets. Vous pouvez évidemment aussi réagir, que ce soit sur les réseaux sociaux, au 0826 300 300. C'est un sujet très touchy, évidemment, sur la guerre au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, ce que l'on évoquait tout à l'heure. On est remonté jusqu'aux accords Belfour, etc., dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Belfour, c'est 17. Oui, ça c'est bien avant, mais après la Seconde Guerre, le plan de partage.
après la Seconde Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, cette question en fait des territoires. Et puis cette question en fait aussi, parce qu'il y a les territoires, il y a les populations, les Palestiniens, les Israéliens, et puis au centre de ça, il y a évidemment qui est palestinien, mais le Hamas. Le Hamas qui n'est pas une organisation comme les autres, quoi. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Le Hamas qui d'ailleurs continue aussi de dire que bah oui, on a des otages, ils reviendront en Israël, peut-être. Mais ils reviendront dans des cercueils si Israël continue aussi sa stratégie militaire. Du coup, on n'arrive pas à en sortir. Est-ce qu'on pourra en sortir? Sur cette question-là, j'ai spontanément de la sympathie et de la compassion pour tous les pro-israéliens qui détestent le gouvernement de Netanyahou et sa politique, parce qu'on leur renvoie sans arrêt à la gueule. Oui, mais Netanyahou, ceci, cela, et alors que, en fait, de base, ils sont pas d'accord avec la politique de ce gouvernement. Oui. Eh bien, j'ai de la compassion et de la sympathie pour eux parce que je suis exactement dans la même situation. Je suis pro-palestinien et je hais. Le mot n'est pas trop fort. Je hais le Hamas pour des raisons de conviction profonde. C'est-à-dire que le Hamas, il est antisémite. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dans la charte fondatrice du Hamas, vous avez un passage qui explique qu'il y a un complot juif mondial qui cite comme source le protocole des sages de Sion. Donc, le Hamas est antisémite, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Hamas, il est islamiste, il n'y a pas de doute là-dessus non plus, puisque dans sa charte fondatrice également, le projet, c'est de faire de la Palestine un État islamique. Pas une démocratie riante, etc. Donc ça non plus, ça me va pas. Et puis surtout, le droit à la résistance armée contre une occupation illégale, il existe, c'est pas contestable, mais pas sur les civils. Et mon désaccord fondamental est là-dessus. Et donc, je suis d'accord avec la Cour pénale internationale. Quand elle émet un mandat d'arrêt contre un certain nombre de dirigeants du Hamas pour qu'ils soient traduits en justice, et à mon avis, leur place est en prison, du fait d'avoir attaqué et tué et torturé des civils, j'ajoute... même si ce n'est pas la même chose en termes de gravité, parce que dans le cas du Hamas, il y a des actes de torture. Ah oui. Mais dans le cas d'Israël, il y a aussi des crimes de guerre qui ont été commis. Des crimes de guerre, notamment en bombardant des civils. C'est un crime de guerre. Raison pour laquelle je suis également d'accord avec la Cour pénale internationale quand elle émet des mandats d'arrêt, notamment contre Benyamin Netanyahou, dont la place, à mon avis, pour crime de guerre, est également en prison après un procès équitable. Ouais, Elisabeth Lévy. Je trouve cette équivalence vraiment... J'ai précisé que c'était pas équivalent. Non, mais pas tout à... Bon, d'accord. Alors, les crimes de guerre, il y a certainement des crimes de guerre, mais quand même, je veux rappeler à tous nos auditeurs que selon le droit international, quand il y a un combattant armé au milieu de civils, dans un immeuble de civils, cet immeuble, malheureusement, c'est comme ça, est une cible militaire légitime. Et que fait le Hamas? Si le Hamas ne veut pas qu'on tue de civils palestiniens, qu'ils aillent donc, qu'ils se produisent en hommes, et qu'ils tirent d'ailleurs que des hôpitaux, des écoles, etc. Deuxièmement, Israël fait une guerre de défense et même une guerre d'existence. Et là, je voudrais faire comprendre quelque chose à Thomas. Ce pays a été créé, en quelque sorte, dans tous les cas, ça a été vraiment très important, pour que cela ne recommence pas. Bien sûr, on savait que des Juifs seraient de nouveau tués, mais pas comme ça, te disent les survivants ou les enfants de survivants. Pas comme ça. Eh bien, le 7 octobre, ils ont été tués comme ça. Il faut savoir la profondeur du traumatisme que cela a créé en Israël. Donc, quelle est la question qui se pose aujourd'hui à tout gouvernement israélien, de droite, de gauche? Je n'aime pas du tout les alliés de Netanyahou, mais c'est pas la question. Quelle est la question qui se pose? C'est que effectivement, ça a un prix terrible en termes de vie humaine, c'est de faire en sorte que le Hamas ne puisse plus jamais recommencer. Ce qui veut dire qu'ils ne doivent pas s'arrêter tant qu'il restera un tunnel. Et je vous rappelle juste que dans les précédents accords, Israël a donné énormément, des milliers, des centaines de prisonniers pour récupérer parfois des dépouilles. Il y avait Samir Kantar, dont le haut fait de gloire était d'avoir pris une petite fille dans les années 70 et de l'avoir fracassée contre des rochers. Donc, ces gens ont été accueillis en héros. Il y avait Haniyeh, l'homme du 7 octobre. Alors, pardon, mais moi, les accords, je m'en méfie. Bon, et beaucoup d'Israéliens aussi. Pour conclure, Thomas Guénolé. Un mot sur Thomas. Je sais que Thomas... à la fin des temps, on a le même objectif. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Bah, tiens, il y a Geneviève qui va conclure, qui est avec nous, qui nous appelle, je crois, de Montauban. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Vous allez conclure l'émission avec nous, avec Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy. Quelle est votre réaction quand vous avez entendu ce débat ?
Alors, quand j'ai entendu ce débat, moi qui ai pas mal de lectures, et je vous en ai cité 2, oui. Un livre de Gilbert Sinoué qui s'appelle Le souffle du jasmin et le cri des pierres, et celui que je suis en train de lire, qui est de Kenny Zemourad, dont le titre est... Attendez, je vais vous le dire. Le parfum de notre terre, voix de Palestine et d'Israël. D'accord. Je suis chrétienne. Oui. J'ai visité Israël en tant que chrétienne. Oui. Donc, je pense avoir un avis tout à fait neutre. Et vous, voilà. Vous pensez à une paix possible? Pardon? Vous pensez à une paix possible? Oui, tout à fait. Si on met au pied du mur les deux parties. C'est-à-dire, on leur impose en tant que, si vous voulez, instance internationale, de faire la paix. Oui. Voilà, on est arrivé à ce stade-là où ni l'un ni l'autre ne veut la paix. Si on est obligé de leur imposer, peut-être qu'ils la feront. Oui, on verra. Merci. En tout cas, c'est une bonne conclusion. Merci de nous avoir suivis, ma chère Geneviève, Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé. C'était un plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine, Merci bien beaucoup. sûr, pour ce débat. La vérité en face. Dans un instant, c'est Valérie Expert.